Bienvenue à tous sur Africa 24. À l'approche des élections présidentielles du 12 octobre 2025, le rôle des acteurs politiques au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais est de plus que jamais déterminé pour l'avenir du Cameroun. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Hervé Emmanuel Comme, qui est membre du comité central du RDPC, pour une interview exclusive. Mesdames, Messieurs, au cœur de cet entretien, nous aborderons des sujets tels que la gouvernance, la gestion des crises, la décentralisation et la préparation stratégique du parti pour la présidentielle de 2025. Monsieur Emmanuel Comme, bienvenue sur Africa 24. Merci madame de m'avoir invité. En votre qualité de membre du comité central du RDPC, vous êtes au cœur des décisions stratégiques du parti. Pouvez-vous dresser un bilan de vos actions et contributions au cours de ce septennat, notamment en matière de gouvernance, de développement infrastructurel et de gestion des défis sécuritaires au Cameroun? Écoutez madame, notre parti dont le fondateur est Paul Biya, président de la République en exercice, est au cœur, n'est-ce pas, de la veille de tous les projets qui ont été émis lorsque, à la dernière élection en 2018, le président a présenté son projet de société. Nous accompagnons le gouvernement dans l'implémentation de ce projet de société et chaque fois, on procède à la mise à jour des questions qui arrivent parce qu'un projet de société, ce n'est pas de la voyance, il peut arriver un contretemps interne ou externe. Alors oui, vous avez raison, nous avons un moment vécu les événements du nord-ouest-sud-ouest avec des entrepreneurs du chaos qui ont pensé un moment qu'il fallait prendre les armes, occuper une partie du territoire pour se faire entendre, voire même créer une république dont vous imaginez le nom que vous voulez donner. Alors ça a été une période où la réponse a été militaire, mais cette réponse militaire était faite dans le cadre de la volonté du président que nous appuyons, c'est-à-dire un Cameroun, un et indivisible, dans le dialogue. Ce qui fait que cette phase qui a été difficile avec le nombre important de morts et les déplacements des populations a entraîné un nouveau redéploiement. D'ailleurs, le président a créé un plan qu'on pourrait appeler le plan Paul Biya pour la reconstitution, déclarer ces zones qui ont été un moment sinistrées comme zones d'investissement prioritaire. Nous avons contenu cette situation aujourd'hui. On peut dire qu'on est passé de la phase militaire à une phase simplement de maintien de l'ordre. Évidemment, il y a toujours des réticents à l'ordre public qui pratiquent du terrorisme en s'attaquant aux populations civiles non armées, les élèves, les prêtres, les pasteurs, les populations civiles. Donc c'est une phase qui est contenue par l'État et le RDPC a maintenu la flamme dans cette zone en gardant toutes ces activités. D'ailleurs, il y a eu des élections pendant cette période, que ce soit pour les municipales ou les législatives, qui ont été faites sur l'ensemble du territoire de ces zones. Donc, dans cette première période, nous avons ce défi que nous avons surmonté et nous continuons dans le travail. Il y a eu un fort déplacement de population. Nous avons été aussi confrontés à un problème sanitaire là-bas parce que les déplacements des populations entraînent les transports des données sanitaires qui ne sont pas sur la carte nationale de même niveau que dans toutes les zones. Donc, le RDPC est resté aux côtés du président de la République et du gouvernement qu'il a mis en place en étant une institution de mobilisation, de cohésion sociale, parce que le plus important pour nous, c'était de préserver quelque chose d'immatériel qu'on appelle le sentiment d'appartenance nationale. Il ne fallait pas qu'on laisse la propagande fondée sur la dénaturation de faits faire croire que l'armée du Cameroun était une armée d'occupation sur le territoire camerounais et dans ces zones-là. Donc nous avons mené, n'est-ce pas, cette campagne victorieuse qui fait que nous sommes restés un pays uni et indivisible. Et ça, il faut saluer le succès de cette politique. Vous connaissez le tempérament du président. Tout cela s'est fait en harmonie. Il n'y a pas eu de violence qui aurait débordé de la part de ceux qui sont chargés du maintien de l'ordre, les FMO et les forces de défense et de sécurité. Donc, je profite pour rendre hommage à tous nos armées et aux compatriotes qui ont subi ces événements. Certains sont partis. Sur le plan économique, nous avons été confrontés à des défis. Le monde est en ébullition et nous ne sommes pas un pays isolé. D'ailleurs, il faudrait que je fasse un rappel parce que les gens parlent souvent du Cameroun qu'ils ont appelé continent. Nous acceptons cela puisque nous sommes l'Afrique en miniature.
mais nous avons à peu près 7 voisins. Le Cameroun, un pays qui a 7 voisins. Le plus grand pays d'Afrique en nombre d'habitants et de population, même économique, c'est le Nigeria, avec lequel nous partageons 1500 km de frontières terrestres, sans compter la frontière maritime avec le golfe de Guinée. D'ailleurs, vous connaissez la fameuse histoire des îles de Bakassi qui nous sont revenues de droit. Nous avons au nord le Tchad et pas très loin aussi le Niger à travers le lac Tchad, et nous avons la République centrafricaine et nous avons pas très loin aussi le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale. Bref, nous sommes un pays qui, dans nos frontières, sont parfois obligés d'intégrer l'instabilité de certains de nos voisins. Parce que leur instabilité devient un problème de sécurité nationale dans notre pays. Et donc nous sommes obligés de mobiliser en dehors de nos forces de défense et de sécurité. Vous savez que une des plus grandes armes des armées modernes, c'est le renseignement. Donc, ce qui fait que nous subissons à contre-coup souvent des événements qui ne sont pas à l'intérieur de nos frontières. Boko Haram, par exemple, est un problème hors Cameroun qui vient du Nigeria et de ses pays voisins, mais qui s'est invité sur notre territoire. Il faut les contenir. Les débordements des groupes armés qui sont en Afrique, en République centrafricaine, arrivent parfois jusqu'à l'intérieur de notre pays. Nous sommes obligés de les contenir. Le moindre événement, vous savez qu'il y a eu un coup d'État au Gabon. Vous avez aussi parfois des soubresauts dans d'autres pays que je ne vais pas citer. Et il faut quand même dire que les gens ne le savent pas. Un seul pays sépare le Cameroun du Soudan, sud comme du Soudan normal, c'est la République centrafricaine. L'autre pays qui sépare le Cameroun de la Libye, je cite ces pays parce que ce sont des pays en ébullition, c'est le Tchad. Donc nous ne sommes pas loin d'un monde en ébullition. Et vous demandez, dans les 7 ans, qu'est-ce qu'on a fait? On est resté en veille, vigilant, et nous avons permis à ce que dans la stabilité, le président conduise l'aventure du Cameroun vers son développement et sa stabilité. Monsieur Hervé Emmanuel, comme le RDPC, le parti dont vous êtes membre, prépare activement la présidentielle de 2025, quels sont selon vous les axes principaux que votre candidat porte au peuple camerounais? Alors, vous me posez une question centrale parce que dans les médias locaux ici, le dimanche, nous sommes tambourinés, les gens parlent de programme. Heureusement, vous parlez la langue avec les mots qui sont assignés à cela. Nous avons un projet de société qui est résumé dans le livre idéologique du président Paul Biya et qui est, n'est-ce pas, le bévière du RDPC, le libéralisme communautaire. C'est le candidat Paul Biya, l'homme Paul Biya qui est candidat à l'élection présidentielle. Et sa famille politique, c'est le RDPC. Donc je voudrais corriger, ce n'est pas le programme, ce n'est pas un projet du RDPC, c'est un projet que le RDPC soutient, un projet dont l'auteur est Paul Biya. Et dans ce projet, qui est une vision globale de notre société en construction, fondée sur la moralisation, la liberté, la révolution des institutions, le développement économique et social, les infrastructures, la sécurité nationale, la santé pour tous, avec maintenant nous avons une carte sanitaire qui fait qu'un Camerounais n'est pas obligé d'avoir l'argent dans sa poche pour se faire soigner. Et le développement des infrastructures sanitaires et la carte de santé du Cameroun. Bref, voilà les grands sujets. Au Cameroun, sur la base de la Constitution actuelle, le président de la République montre la voie. Le chef du gouvernement, le Premier ministre, implémente cette vision globale qui dépasse, évidemment, on a besoin de temps en temps de mises à jour, c'est-à-dire le libéralisme communautaire doit s'adapter aussi à l'environnement national et international. Alors, les programmes sont en fait le travail que le gouvernement présente pour implémenter la vision globale du président qui est résumée dans le libéralisme communautaire avec ces 2 grands fondements, moralisation, enfin 3 même, liberté, moralisation et rigueur. Donc le RDPC soutient cette approche de l'administration des hommes et plusieurs éléments, il n'y a pas que le RDPC. Le RDPC est une organisation politique qui a pour mission principale de soutenir l'action du président et de lui permettre, dans la période rituelle
à laquelle est appelé le souverain, c'est-à-dire le peuple, aux urnes, de le convaincre que nous sommes dans la bonne voie. Comment comptez-vous, en tant que membre du comité central, contribuer à la mise en œuvre pour répondre aux défis actuels du pays, à la mise en œuvre du projet de société de votre candidat? On va continuer ce qu'on a fait avec succès jusqu'à présent, c'est-à-dire aller évangéliser tout le monde pour dire que c'est cette voie-là qui est bien pour tout le monde. Il y en a qui nous proposent la radicalité, c'est-à-dire, bon, nous sommes en haute saison démagogique, n'est-ce pas? Les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. C'est un concours même au prix Nobel de la mauvaise foi. Nous n'acceptons pas cela, donc nous participons au débat national pour rassurer, parce que je vous dis, un des biens les plus importants, c'est le sentiment d'appartenance. Nous faisons en sorte qu'aucun citoyen ne se sente hors n'est-ce pas, de la vie publique. Alors vous me posez la question, par exemple, là, j'espère qu'on en arrivera. J'ai eu l'honneur d'être désigné par le président national, Paul Biya, parce que c'est un acte du président du RDPC, mais pas le président de la République. Je suis le vice-président de la commission spéciale d'élection ici dans le département du Vori, la ville de Douala. Ça veut dire que c'est le plus grand stock en termes départementaux. C'est le département phare et nous sommes heureux de vous accueillir parce que votre fondateur, bien que fils de Douala, ne nous montre pas toujours et c'est dommage. Et nous voulons que Africa 24 soit témoin du fait que nous sommes engagés dans cette bataille de façon politique et démocratique. Tout le monde a droit à la parole. D'ailleurs, nous avons parfois le sentiment d'être malmenés par les médias locaux qui passent plus de temps dans le commentaire des faits divers en les amplifiant, en les dénaturant, alors qu'il faut s'engager dans un débat fondamental de quelle société, quelle est la vision que nous voulons pour la société camerounaise d'aujourd'hui, de demain, celle de nos enfants. Vous comprenez? Évidemment, le débat sur les poubelles, les infrastructures, je fais partie de ceux qui ne veulent pas éviter ce débat, on veut l'engager, si vous voulez. Ce sont des faits d'aujourd'hui. Il faut travailler tous les jours pour que ceux de demain qui arrivent trouvent des routes mieux faites. Si on pouvait par opération magique le faire, on le ferait, mais ce n'est pas le travail qu'on va le faire. Et nous avons à affronter, mais il faut dire la vérité. Donc, le plus grand travail, c'est pour ça que nous sommes heureux d'être invités aujourd'hui, c'est que vous êtes un média reconnu pour son sérieux. C'est de communiquer, parce que c'est l'incommunication qui crée l'incompréhension entre les citoyens et le pouvoir, et qui peuvent créer des situations où certains peuvent s'engager dans l'aventure de se mettre à suivre des gens qui ne peuvent pas les amener très loin. Donc nous le faisons sous, n'est-ce pas, l'objectif de l'ordre public, parce que nous sommes un État de droit. L'État de droit suppose donc que tout le monde respecte la loi et que c'est la loi qui nous impose nos comportements. Le gouvernement et l'administration n'étant que les régulateurs de cette droit, de droit qui nous donne un espace de gestation. Si vous êtes par exemple candidat aux élections et que vous ne remplissez pas les conditions, on ne va pas vous tailler un costume sur mesure pour faire plaisir à vos aboyeurs. On va respecter la loi. En 2021, vous avez affirmé que grâce à Paul Biya et sa diplomatie, le Cameroun a retrouvé sa superficie qu'il avait perdue à l'approche du scrutin présidentiel du 12 octobre 2025. M. Hervé Kouam, quel bilan dressez-vous de l'action diplomatique menée par votre candidat durant ce dernier septennat? Pour entrer dans l'analyse de ce bilan, il faut dire que Paul Biya mérite largement le prix Nobel de la paix par rapport même à d'autres grandes nations qui utilisent les lobbies. Pourquoi je le dis? Le président avait choisi de résoudre le problème du différend frontalier avec notre voisin, le Nigeria, par le droit. Il a eu raison, parce qu'on ne l'aurait jamais résolu par la force. Nous sommes une nation petite, on est à peu près le 1/10 de la population du Nigeria, qui va compter bientôt plus de 300 millions d'habitants. Et leur armée, même dans son état, pouvait nous infliger des dégâts difficilement réparables pour notre tissu social et national. Le président a choisi la voie du droit et il a eu raison. Le droit lui a donné raison. De ce point de vue, il nous a fait l'économie d'une guerre qui aurait été très pénible, dramatique pour nos compatriotes qui vont au fond. Donc le Cameroun commence à retrouver une partie de sa superficie qu'il a perdue avec la colonisation. Deuxième chose, vous avez vu que nous sommes, je crois, un des rares pays qui, dans la même décennie, a eu 2 Camerounais à la tête de l'Assemblée générale des Nations unies. Le dernier étant Philemon Yang.
notre ancien Premier ministre, pardon, et qui a dirigé la dernière Assemblée générale. L'élection du président de l'Assemblée générale, c'est la reconnaissance du sérieux d'un État qui envoie un de ses fils pour présider, n'est-ce pas, le rassemblement de toutes les nations du monde. Donc c'est une reconnaissance qu'on doit, n'est-ce pas, au travail du président Paul Biya. De ce point de vue encore, et nous sommes un pays qui a une influence qui n'est pas tapageuse, mais qui agit pour la stabilité du monde et à commencer par notre environnement immédiat. Donc, si je rassemble tout cela même de façon télégraphique, vous verrez que le Cameroun n'a jamais été cité dans les mauvais exemples des pays belliqueux, n'est-ce pas, ou des pays qui participent à ce qui divise le monde, parce que le monde est global. Et nous sommes un des rares pays qui, en même temps, a des partenaires, que ce soit les partenaires stratégiques, les Chinois, les Français, les Américains, les Russes. Nous ne sommes pas dans le sectarisme diplomatique. Donc le bilan que vous me demandez, il est pluridimensionnel et pluridirectionnel. Entre 2023 et 2025, la crise anglophone a entraîné la mort d'au moins 6 000 civils et le déplacement de plus de 600 000 personnes. Quelles mesures concrètes le parti envisage-t-il pour favoriser la réconciliation nationale et restaurer la paix dans ces régions? Alors, tous les jours, le président utilise tous les canaux visibles et invisibles pour que tous les enfants du Cameroun se réconcilient. La réconciliation ne peut pas passer par l'acceptation, n'est-ce pas, du sens unique des entrepreneurs terroristes et qui souvent habitent à l'étranger. Moi qui vous parle, j'ai habité 38 ans et plus à l'étranger. Donc je suis de cette diaspora et il est totalement inadmissible que les Camerounais qui ont quelques situations hors du pays rentrent dans des entreprises qui peuvent porter atteinte, qui sont des menaces existentielles pour notre pays. Alors qu'est-ce qu'on a fait? D'abord, pour les déplacements internes, je vous ai parlé de l'accueil de nos compatriotes déplacés. Ils ont été stabilisés. Tous les compatriotes sont stabilisés et certains, on a commencé à vivre un mouvement de retour sur les endroits qui ont été sécurisés. Quant aux jeunes qui ont commencé à la scolariser ici, parce que cela leur a été imposé par les terroristes, eh bien, ils sont dans l'information où ils suivent leur scolarité normale. Maintenant, je m'en vais vous dire quand même quelque chose. Où exactement? Dans les mêmes régions du nord-ouest et du sud-ouest? Alors, toutes les régions du Cameroun ont accueilli des jeunes dans la sécurité. Et partout où c'était possible, dans le nord-ouest comme au sud, on a stabilisé sur place nos populations. On n'a pas subi, et je peux vous dire, ceux qui croyaient occuper même 1 millimètre du territoire camerounais ne sont plus sur le territoire camerounais. Ils agissent maintenant par des entreprises terroristes, criminelles, poser les bombes, tuer les enfants à l'école, tuer les religieux. Bon, tout ça n'est pas bien, mais je voulais vous dire quelque chose de très important. Personne, aucun groupe privé ne peut par la terreur nous imposer un ordre. Nous avons des capacités militaires et sécuritaires qui permettent que le Cameroun reste dans son intégralité un et indivisible. Et c'est ce que nous vivons maintenant. C'est ce que nous vivons, que ce soit dans le nord et le sud-ouest, où quand même la tension a baissé sérieusement, tension sécuritaire. C'est valable aussi pour Boko Haram et les gens qui s'invitent chez nous sans qu'on les invite. Si on vous invite chez nous, venez mais sans les armes. Quand même, nous sommes un pays d'accueil. Si vous venez armé pour régler vos problèmes de chevaux chez nous, eh bien, vous trouverez un comité d'accueil qui fera que si vous avez la chance, vous rentrez chez vous, sinon vous neutralisez. Voilà la situation. Il faut dire cette vérité. Alors, les hommes politiques qui rentrent dans la démagogie, certains avaient déclaré que si, par malheur pour le Cameroun, bon, c'est un peu de... Ils étaient élus, ils régleraient ce problème en 1 mois, en 90 jours. Soyons sérieux. Et les événements ont prouvé que c'était la démagogie et le bavardage qui concourt à la confusion. Le sérieux est que le président a mis en place un projet de reconstruction dans les zones qui ont été déclarées prioritaires et les hommes d'affaires qui peuvent aller investir, s'implanter là-bas ont des avantages fiscaux et on leur permet d'être dans des conditions sécuritaires pour continuer leurs activités. Et ce programme-là avoisine près de 100 milliards de francs qui est géré, dirigé par le ministre délégué à l'économie, Paul Tasson. Mais nous avons aussi... C'est ce qui sera entamé dans le prochain septennat, c'est bien ça? Ah non, 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 c'est en cours, en implantation. Parce qu'on a créé 2 institutions. Nous avons créé une institution
qui est présidée par l'ancien gouverneur Francis Fayengo sur la réhabilitation, la réinstallation des jeunes et les convertir. Et la deuxième que je viens de vous citer, qui consiste tout simplement à financer les dégâts qui nous ont été imposés par les entrepreneurs du chaos. Donc c'est en cours. C'est en cours. Plus la paix revient, plus c'est sensible parce qu'il faut reconstruire là où ça a été détruit. Il faut encourager l'implantation. Il faut que les Camerounais se réapproprient leur terre. C'est en cours. Ça va s'amplifier dans le prochain mandat, mais c'est bien en cours. En votre qualité de banquier, alors que la dette publique du Cameroun s'élève à plus de 400 105 milliards au 30 juin 2025, représentant environ 43% du PIB, le gouvernement évoque en ce moment une gestion prudente et une dette jugée maîtrisée. Quelles mesures concrètes le RDPC met-il en œuvre pour maintenir cette trajectoire dite soutenable, notamment à travers la stratégie d'endettement à moyen terme 2025-2027, afin d'éviter que cette dette ne devienne un fardeau pour les citoyens camerounais? Écoutez, vous voulez que le banquier vous réponde et en même temps le militant, bon, les deux sont... Le banquier reste militant. Oui, c'est pas... D'abord, la dette est un instrument d'ajustement économique. Mais pour cela, il faut qu'elle soit une dette vertueuse. Si vous prenez une dette pour le train de vie quotidien de l'État, vous créez là des impôts pour les générations à venir. Et ce n'est pas normal. Donc nous sommes dans une situation de veille où nous débattons aussi du fait que la dette, ce n'est pas parce qu'elle est supportable. D'ailleurs, le mot est indigeste. Quand on dit c'est supportable, ça veut dire que vous pouvez continuer à vous endetter jusqu'au jour où vous vous trouvez dans un tonneau d'adénaïde, un tonneau sans fond. Donc, la dette est un instrument, mais à condition que ce soit une dette vertueuse, c'est-à-dire une dette pour changer la vie, une dette pour construire les routes, continuer le développement des infrastructures, les chemins de fer, la route, l'aérien et tout ça. Donc, c'est un débat qui est permanent dans nos rangs. Mais c'est vrai que le gouvernement fait preuve de beaucoup de prudence ces derniers temps où elle a un instrument de prudence, une gestion prudentielle de cette dette. Mais il faut que la dette soit vertueuse parce que si vous n'avez pas les moyens, vous demandez les moyens de ce qu'on appelle les partenaires au développement. Et quand vous avez ces moyens, il faut que ça soit à destination de projets qui vont changer l'environnement, accélérer le développement. Alors, si vous prenez une dette et que vous mettez 15 ans pour construire 60 km seulement d'autoroutes qui s'arrêtent en plein village, il y a un problème. Donc là, vous posez une question. Parmi les choses dans lesquelles nous devons, dans le septennat qui commence, accompagner le président, c'est la vigilance sur la destination des dettes. La destination des dettes. Et il faut que l'État, certes, réduise son train de vie, mais il faut que l'État, qui est le premier agent économique, investisse dans les secteurs qui vont transformer le Cameroun. Je vais vous raconter une histoire. Là, j'ai quelques expertises. Les gens disent qu'il y a trop d'administration. Le Cameroun n'a pas beaucoup d'administration. Un pays qui a pratiquement le même nombre d'habitants que nous s'appelle la Corée du Sud, il y a 3 millions de fonctionnaires en Corée du Sud. Nous n'avons même pas, y compris avec les clandestins, 500 000 fonctionnaires au Cameroun. Donc ce n'est pas le nombre de fonctionnaires qui pose problème. C'est le caractère productif de l'administration qui pose un problème. Il faut accélérer la productivité de l'État, qui est l'argent public et qui est le premier agent économique. Donc c'est un débat qui est ouvert, qui est libre, dans lequel nous n'avons pas de préjugés sur le monopole de la vérité. Et c'est vrai, vous posez là une des grandes questions à laquelle le président devra imposer un rythme, non seulement pour avoir la dette vertueuse, mais pour la réduire aussi. C'est vrai que, bon, dans les normes de la Banque mondiale, du FMI, on peut encore aller jusqu'à 50%. On n'est pas encore dans la situation de la France ou d'autres pays développés qui ont des milliers d'euros de dettes. Mais c'est une orientation qu'il faut gérer avec beaucoup de prudence. La dette n'est pas quelque chose d'insurmontable, mais il faut qu'elle soit bien gérée, prudentiellement gérée, et qu'elle soit une dette vertueuse pour construire les routes, développer l'infrastructure sanitaire, développer le vivre ensemble. Mais nous avons aussi les collectivités territoriales, si on en parle, je ne sais pas, qui vont accompagner, parce qu'il ne faut pas que seul l'État central
possède à l'instrument de la dette. Si les collectivités territoriales, mairies, comme conseils de région sont bien gérées, elles ont accès au financement, au financement intérieur comme à l'extérieur. Bon, donc la théorie de la dette gérable est une théorie sur laquelle j'ai beaucoup de méfiance. Merci, M. Hervé Kouam, mais en tant que membre du comité central et acteur clé de la gouvernance du parti, comment interprétez-vous la vision du président sortant pour la présidentielle de 2025 dans votre domaine d'intervention et quelles actions concrètes comptez-vous mettre en œuvre pour contribuer à sa réalisation? Madame, c'est parce que nous pensons que l'analyse du président et les choix qu'il a proposés aux Camerounais sont justes. C'est la raison pour laquelle moi, personnellement, je le soutiens. Parce que je n'ai pas trouvé... Depuis combien d'années? Depuis la création, ça fait 42 ans, mais moi j'étais secrétaire de la section de France et tous les membres de la diaspora. Donc vous avez estimé qu'en 43 ans, le parti a beaucoup forgé pour le pays jusqu'à présent? Ben, écoutez, le parti fait... Vous êtes dans un monde où il y a des rêveurs qui pensent que par une déclaration magique, ils vont transformer la terre en paradis. Moi, je suis un chrétien, je sais que pour aller au ciel, il faut mourir. Vous comprenez? C'est par là qu'on transite. Et je ne dis pas que les gens meurent. Je dis qu'il faut travailler pour construire un pays. Le président montre la voie et nous devons ensemble aller dans le mouvement. Cette voie ou ce mouvement peuvent être ralentis ou contrariés par l'actualité mondiale. Ce n'est pas le président qui a créé la guerre en Ukraine. Ce qui a contrarié dans le domaine agricole, même énergétique, une situation de soubresaut. Ce n'est pas le président qui a invité les terroristes dans le nord-ouest et sud-ouest qui ralentissent notre développement dans ces zones du pays et ont failli nous créer une rupture avec notre sécurité. Donc, vous nous demandez que nous assumons nos retards aussi, et c'était nos échecs, mais nous pensons globalement que la denrée la plus chère et celle qui est indispensable pour qu'un pays survive dans un monde tumultueux, c'est la paix et l'unité. Et ça, en 43 ans, Paul Biya nous a donné une longue période de sécurité et de paix. Maintenant, certains pensent que les questions alimentaires passent avant la paix. Mais vous ne pouvez pas manger s'il y a des bombes qui tombent sur vous. Vous comprenez? Et donc, notre président nous a évité ces mésaventures et nous avons la ferme volonté de continuer avec lui. Et puis parce que les gens veulent aborder le débat sur l'âge du président. Vous ne m'avez pas posé la question, je vais être libre là de ce point de vue. Bon, je vais dire quelque chose. Qui sait? Ils confondent les instants, le moment et le temps. Qui sait quelle est la capacité, le temps de vie des uns et des autres? Nous savons que le président a une capacité de gouverner parce que tous les jours, il prend des décisions. Et quand il s'agit de faire des décisions, le président n'est pas un présentateur d'une émission de showbiz à la télé où on doit le voir avec les paillettes tous les jours. Certains confondent les émissions de talk show de télé avec la présidence de la République. Le président doit être dans la distance en même temps qu'il le permet de voir globalement où va la nation et c'est lui qui veille sur notre sécurité globale. Alors vous l'avez vu, là le président s'est déplacé, ils sont silencieux, et déjà que le président ne peut même pas se déplacer. Le président a reçu le nouveau général américain 4 étoiles qui commande l'Africom. Hein. Là, il ne parle plus. Avant lui, l'ambassadeur de France en fin de mandat partait. Il y a eu le nom de sa poste. Le président remplit sa mission républicaine et il n'est pas là pour justifier les va-et-vient quotidiens, le Congossa, pardon, le commentaire de faits divers. Et puis, le président n'a pas besoin d'un laissez-passer. Certains veulent s'ériger en agence de distribution de laissez-passer pour circuler sur le territoire. Donc, je crois que tout cela, c'est de la paresse intellectuelle de certains de nos compatriotes et qui nous veut nous imposer des débats oiseux, n'est-ce pas, qui n'ont rien à voir avec l'essentiel, c'est-à-dire notre unité, notre sécurité et notre place dans le monde. Donc, nous, on est content d'avoir le président, nous souhaitons rester encore longtemps avec lui, Monsieur le Président, et vous avez notre soutien indéfectible. Le RDPC est une famille formidable, parce que je dois vendre aussi ma maison, et certains ont voulu nous imposer que ça soit perçu comme une maladie honteuse. Et
J'ai l'air de quelqu'un qui n'a pas pris son bain ce matin. Nous devons nous respecter les uns les autres et nous n'avons pas le monopole de la vérité, mais le peuple souverain pense que c'est nous qui le mettons en sécurité. Nous ne proposons pas une mésaventure qui pourrait se terminer dans un cataclysme. Méfiez-vous des chauffeurs qui vont vite en accélération dans des véhicules qui ne sont pas révisés, ne sont pas à l'état et finissent toujours dans le service des urgences des hôpitaux. Merci, monsieur, d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Merci de m'avoir invité. Merci d'avoir suivi cette édition spéciale de l'interview avec monsieur Hervé Emmanuel Kam, membre du comité central du RDPC. Cette interview reste disponible sur le site www.africa24tv.com et sur l'application MyAfrica 24.